Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre des Sports, dit avoir subi des pressions au sujet d'un contrôle antidopage mené sur les Bleus avant la Coupe du Monde de football en 1998. C'est en tout cas ce qu'elle a affirmé sous serment devant la commission d'enquête sénatoriale qui travaille actuellement sur le dopage. Ce matin, je vous propose donc de revoir cette audition. Bonne matinée à tous. Chers collègues, nous commençons notre deuxième séance d'audition en accueillant cet après-midi Madame Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports et combattante de la lutte antidopage. Notre commission d'enquête s'est constituée à l'initiative de Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur, et de son groupe politique. Et je dois, Madame, rappeler que dans le cadre d'une commission d'enquête, nous devons nous astreindre à quelques formalités. J'indique au public qui commence à arriver pour nous rejoindre qu'aucune manifestation d'approbation ou de désapprobation n'est possible pendant les auditions. J'informe aussi les personnes que nous auditionnons qu'un faux témoignage est passible au terme du code pénal. Ce sont les peines prévues aux articles 434-13 et 414-15. 434-15, d'une peine de base, 5 ans d'emprisonnement et 3 000 € d'amende. Je vais donc vous demander, Madame la Ministre, de bien vouloir prêter serment de nous dire la vérité, toute la vérité, en levant la main droite et en disant « je jure ». Je le jure. Je vous remercie, Madame. Je vous propose de commencer l'audition en vous proposant de dire ce que vous avez envie de nous dire en préalable, et puis ensuite le rapporteur et l'ensemble des collègues présents, et je les remercie parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui, vous poseront toutes les questions qu'ils auront envie de vous poser. Nous vous écoutons, Madame. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord, je me félicite de cette commission d'enquête sur l'efficacité de la lutte contre le dopage. Et c'est bien volontiers que je vais essayer de répondre le plus précisément possible à vos questions. Quelques mots d'abord, vraiment quelques mots. D'abord, je pense qu'il faut revenir sur le bien fondé de ce combat. Ce n'est pas une évidence. Certains pensent que la pratique du dopage doit être banalisée et que c'est quelque part les rançons du sport tel qu'il se conçoit aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir sur deux raisons fondamentales de la justesse de cette loi. D'abord, l'intégrité physique et psychique des sportives et des sportifs eux-mêmes. La loi de 99 est une loi de santé publique, en tout premier lieu. Et ensuite, il faut revenir sur les valeurs du sport, la question pas simplement de la tricherie, mais aussi des limites des performances. C'est une certaine conception de l'humanité de ne pas demander à des individus d'aller plus loin que ce que leur corps, leur entraînement, leur possibilité le permet. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la loi de 99 a surtout fait avancer les choses parce qu'elle a donné des structures indépendantes à la lutte contre le dopage. Lorsque je suis arrivée au ministère, c'est le ministre ou la ministre qui avait le dernier mot dans les sanctions. Et qu'on le veuille ou non, quand vous êtes un homme ou une femme publique et que vous devez donc affronter l'opinion publique en sanctionnant une sportive ou un sportif de haut niveau, vous pouvez toujours flancher parce que vous avez peur de l'opinion publique. Ça m'est arrivé de devoir dire à un champion de très haut niveau qu'il était interdit de compétition pendant 2 ans, qu'il a eu une réaction extrêmement violente, et tant qu'on n'avait pas l'indépendance de la décision, il y avait risque que le politique ne tienne pas ce combat. Donc je pense que la loi de 99 s'est déjà donné l'indépendance de la décision. Ensuite, c'est le maintien de la sanction sportive. Je vais y revenir, mais ça me paraît important. C'est-à-dire considérer que quelque part quand même, la sportive ou le sportif est victime, même s'il est responsable, et donc on en reste à la sanction sportive et on n'est pas dans la sanction pénale.
Toujours sur la loi de 99, cette loi n'aurait eu aucune valeur en soi si nous ne lui avions pas donné une dimension européenne. L'Europe ne reconnaissait pas le sport comme une de ses compétences à l'époque. Il a donc fallu faire des réunions quasi clandestines des ministres du sport tout au début, puis des réunions informelles des ministres des sports. Et il a fallu que les États européens fassent ensuite une pression positive sur le mouvement sportif international, le CIO, pour obtenir la construction de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Et ensuite, nous avons dû adosser l'AMA à l'UNESCO pour que l'AMA ait autorité sur les pays. Il y a certainement aujourd'hui à revisiter les pouvoirs et les moyens de l'AMA. Je pense que cette loi et la création de l'Agence mondiale antidopage ont permis des avancées. Peut-être la première avancée, c'est l'impunité qui a été levée. Il faut savoir qu'au lendemain des saisies à Festina sur le Tour de France 1998, dans le village du Tour, tout le monde pensait que cette affaire n'aurait pas de suite. Et un membre du CIO a même dit, devant témoins, « Vous auriez dû me prévenir plus tôt de l'arrestation de cette voiture, je l'aurais calmé tout de suite en parlant de la ministre en question. » Donc il y avait le sentiment que n'importe comment c'était quelque chose de banal et qu'on ne pouvait pas vraiment agir. Voilà. Donc on a levé cette impunité, et ça je crois que c'est très important. Alors les limites, je les dirais, il y a d'abord les limites externes, et si on ne s'y attaque pas, notre lutte contre le dopage aura toujours des limites. Les limites externes, c'est les enjeux financiers qui traversent la pratique sportive. Les derniers en date, bien sûr, les paris en ligne. Mais à partir du moment où on a des investisseurs qui, aujourd'hui, achètent des clubs pour le retour sur image uniquement, on aura automatiquement des pressions sur ce retour sur l'image et donc sur les résultats. On a deuxièmement le problème des calendriers des compétitions sportives. Il faut que les puissances publiques, en France, le ministère, et il en a le pouvoir, puissent contrôler et réguler les compétitions sportives. On ne peut pas laisser aux seules fédérations les décisions sur le calendrier. Il faut aller avancer sur le traitement de l'après-carrière sportive. On ne peut pas laisser les individus régler eux-mêmes ce que va être ensuite leur vie d'homme ou de femme. Il faut les accompagner dans cette construction. Il faut essayer de limiter, mais je ne sais si ce n'est pas une utopie, l'instrumentalisation d'État, l'instrumentalisation politique du sport. Nous en avons un exemple frappant en ce moment, avec un État qui utilise le sport et achète tout un pan du sport et des compétitions sportives pour avoir une image, un rayonnement international. Bon. Et on a connu dans d'autres époques des États qui faisaient un dopage d'État parce que le résultat sportif était la preuve du bien fondé des politiques menées dans ces États. Il faut aussi faire œuvre de pédagogie auprès de l'opinion publique. Le comportement de l'opinion publique par rapport aux performances pousse toujours à aller plus vite, plus haut, plus loin. Et voilà. Ensuite, il y a les causes internes qui limitent la lutte contre le dopage. D'abord, il y a l'attitude et l'engagement du mouvement sportif international, et notamment des fédérations internationales, où nous avons un engagement tout à fait inégal. Bon, je ne vais pas citer l'UCI, parce que c'est un exemple, bien sûr, qui a été pris et repris. Mais je me rappelle, dès qu'on a osé aborder la question du dopage dans le football, les réactions extrêmement fortes que nous avons eues de la part de la Fédération internationale de football. Nous avons la sophistication des systèmes de dopage qui demandent bien sûr plus de moyens pour les laboratoires et pour les agences indépendantes, pour les contrôles inopinés, le nombre, la recherche, le suivi longitudinal. Donc voilà, comment on est au niveau, je dirais, de ceux qui en face organisent le dopage. Troisième problème interne,
Nous, notre loi en France est basée sur le contrôle positif. L'USADA a pu confondre Lance Armstrong, pas par le contrôle, mais par les témoignages, par une enquête. C'est une question sur l'avenir de la loi française. Nous l'avons toujours basée sur le contrôle. Avons-nous raison? Faut-il évoluer? Pour moi, ça reste une question. Avant-dernière chose, l'encadrement. On ne peut pas en rester aux médecins d'équipe. On a un problème, on le voit bien dans toutes les grandes affaires de dopage, du positionnement d'un certain nombre de médecins. Donc, comment on règle la question du rapport aux médecins, à la performance dans les équipes. Et puis, dernier point, la prévention, bien sûr, qui est quand même au point mort. Et le discours public. Ce sera mon dernier point. La lutte contre le dopage et les personnes qui sont sur le terrain pour agir contre le dopage ont besoin d'un discours public et d'un discours politique extrêmement fort pour les accompagner. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Je passe sans plus attendre la parole à notre rapporteur, Jean-Jacques Lozach. Madame la Ministre, merci pour votre présence et pour votre contribution à cette commission d'enquête parlementaire. Je crois que vous avez très bien saisi, à l'évidence, par-delà l'objet de cette commission, dans quel état d'esprit nous l'abordons. Il s'agit effectivement de faire progresser la législation en la matière, qui sait peut-être dans le cadre d'une loi cadre sur la modernisation du sport, telle qu'elle a été annoncée par la ministre actuelle pour la fin de l'exercice 2013. Et donc vous avez, pour le moins, apporté votre pierre à l'édifice dans cette lutte antidopage à travers votre loi de 1999. Et je dirais en termes d'évaluation, après tout ce qui s'est passé, à la lumière de ce qui s'est passé depuis 1999, quel regard rétrospectif, quelle évaluation vous portez sur ce texte de 1999? Regrettez-vous de ne pas être allé plus loin dans un certain nombre de domaines? Une deuxième question, vous avez évoqué de manière plutôt implicite un certain nombre de pressions que vous avez subies lorsque vous étiez ministre pour limiter les interventions dans cette lutte contre le dopage. Est-ce que vous pouvez justement nous préciser les choses en ce qui concerne les pressions qui pouvaient s'exercer à ce moment-là? Comment et bien évidemment de qui venaient ces pressions? Et puis un petit complément de précision sur la fin de votre intervention, puisque vous avez évoqué le football. Vous avez été ministre de 1997 à 2002. La France a organisé et gagné la Coupe du Monde de football en 1998. Est-ce que vous considérez que l'équipe de France en 1998 a été épargné, entre guillemets, en ce qui concerne les contrôles antidopage, comme l'affirment certains, notamment dans la presse? Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Sur un regard rétrospectif, sur la loi elle-même, proprement dite, mon seul questionnement aujourd'hui, c'est peut-on en rester simplement à l'élément du contrôle? Ou faut-il élargir la lutte contre le dopage par, j'ai envie de dire, un processus policier. Voilà, c'est vraiment là ma question. Je crains que ce processus policier entraîne des dénonciations abusives, entraîne des suspicions permanentes, toute une série de choses, donc c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué, mais on s'aperçoit, hélas, les événements ont montré que c'était nécessaire dans certains cas pour démonter des systèmes de dopage qui sont très perfectionnés, qui sont très sophistiqués. Sur la loi, je pense que c'est ça ma seule question. Sur les pressions, elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord la pression, j'ai envie de dire, de l'opinion publique en elle-même. Pendant le Tour de France 98, et certains d'entre vous ici l'ont vécu très en direct, des élus me disaient « mais tu ne tiendras pas, l'opinion publique va se retourner contre toi ». Bon, donc ces dépressions-là, j'appellerais générales. Des pressions plus précises, oui, vous parlez de l'équipe de France de football. Lorsque nous déclenchons un contrôle
sur l'équipe de France de football qui était en préparation à Tignes, j'ai tous les médias qui me tombent dessus de façon très violente, puisque j'empêche que l'équipe de France se prépare dans de bonnes conditions. Et il y a un déferlement médiatique. Il faudrait retrouver le nombre d'émissions qui ont été consacrées à cela et la façon dont on a parlé à ce moment-là de ce contrôle inopiné. Je vous le dis, à ce moment-là, dans les heures qu'on suivit, j'ai flanché. Je me disais, mais est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'étais mis au banc, vraiment, et j'ai eu le sentiment qu'on était complètement isolés et qu'on était condamnés par l'opinion et parce qu'on avait, oui, on avait perturbé l'équipe de France de football dans sa préparation à la Coupe du Monde. Bon. L'autre moment où il y a eu les pressions les plus fortes, c'est au moment des candidatures pour les Jeux Olympiques. Puisque la première candidature pour Paris 2008 était dirigée par M. Verbruggen, président de l'UCI, mais membre à part entière du CIO, et donc président de cette délégation. Et à l'époque, les pressions se sont exercées par l'intermédiaire M. Verbruggen, mais également d'autres membres du CIO, M. Killy à l'époque et M. Drus en étaient entretenus auprès du Premier ministre, en me demandant de faire une lettre précisant que la loi française ne s'appliquerait pas dans sa totalité au moment de la tenue des Jeux. J'ai été convoqué à Matignon pour discuter du contenu de ce courrier, et nous avons convenu que la France, s'il y avait un code mondial du dopage, si donc l'Agence mondiale était mise en place, s'il y avait un code mondial du dopage, bien sûr, la France adapterait sa législation à ce code mondial. Ce que nous avons fait sous M. Lamour, qui était ministre, lorsqu'en effet on a adapté à juste titre notre législation au code mondial antidopage. Ça a été une pression extrêmement forte. On a remis donc la lettre qui contenait cela à M. Verbruggen en haut de la Tour Eiffel, puisqu'on recevait la délégation en haut de la Tour Eiffel, je m'en rappelle. Mais pendant l'audition de la délégation française à Moscou, Monsieur le Premier ministre Lionel Jospin a été interrogé, je crois, à 3 reprises sur la même question. Donc la pression s'est exercée sur la France jusqu'au bout. Et lorsqu'il y a eu la candidature de Paris 2012, un représentant de cette candidature avait eu cette phrase, je me rappelle, dans une interview, je ne sais plus sur quel média, en disant « mais Paris 2012 se présente mieux que Paris 2008, parce que Paris 2008, il y avait eu quand même le problème de la lutte antidopage. » Et on a vu que c'était moins la lutte antidopage que les intérêts des sponsors qui faisaient que telle ou telle candidature était retenue par le CIO, puisque Paris 2012 a été, de la même façon que Paris 2008, battu. Donc, oui, des pressions ont existé. Je trouve que l'opinion publique, dans toute cette période, a plutôt bien tenu. Et que j'ai pu retourner sur le Tour de France sans me faire sortir du Tour de France. Je trouve que l'opinion publique a plutôt bien tenu. Mais ça sera toujours une lutte où on sera n'importe comment sous la pression, parce qu'aujourd'hui, le sport, au-delà des problèmes financiers, il y a une telle instrumentalisation du sport au plan des États et au plan politique que nous aurons bien sûr toujours à combattre ces pressions. Merci. Monsieur Pillet. Oui, Madame la Ministre, je voulais vous poser une question qui peut rebondir sur vos derniers propos. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est le sport de très haut niveau, c'est le sport qui passe à la télévision, c'est le sport spectacle, où le spectacle emporte souvent sur le sport. Ce qui m'inquiète personnellement, ce qui m'a déjà amené d'ailleurs à poser des questions sur ce point, c'est les jeunes pousses, les jeunes. Je m'inquiète beaucoup de voir comment on peut psychologiquement les préparer à l'acceptation du dopage. Certes, ils n'utilisent pas les produits dopants qu'on peut imaginer dans le sport-spectacle, mais je suis toujours un peu stupéfait de voir qu'avant une compétition sportive de tous ordres, l'athlétisme, tennis, football, rugby pour les adolescents, on puisse vanter certains produits en vente libre. Alors je vais en citer, je ne sais pas si d'ailleurs ils sont psychologiquement plus dopants que réellement, mais le Turnbull, des
boissons énergisantes, des cocktails de vitamines, peut-être d'autres recettes locales. Ce qui me choque, c'est que ce faisant, on les prépare psychologiquement à une idée qu'on puisse aller plus loin que son propre physique. Et je voulais vous poser la question en ce domaine, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez bien évoqué le volet de la prévention, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver les jeunes pousses? Et tant pis pour le sport-spectacle. Et deuxièmement, dernier point, c'est peut-être plus technique, mais qu'est-ce que c'est qu'un produit dopant? Un produit dopant, ça peut doper que le mental, ça peut doper aussi le muscle, le physique. À partir de quoi on devient un produit dopant? Est-ce que ce n'est pas plutôt dans une pratique? Parce que l'alcool peut, dans une certaine mesure, avec une certaine dose mesurée, être un produit dopant. Alors, je me pose toujours la question de savoir quand est-ce qu'on est propre. D'abord sur la pratique du dopage, tant que j'ai eu en main les statistiques des cas contrôlés positifs, on s'aperçoit que ça traverse toutes les pratiques, amateurs comme professionnels, haut niveau comme sport pour tous et toutes. Ça, il faut l'avoir en tête. Moi, je me rappelle en 98, je fais un débat avec des collégiens, des lycéens dans une ville. Il y avait 100 questions à l'heure, donc il y a une question qui sur le moment, j'ai pas compris ce que disait le petit garçon. Il disait, mais pourquoi on nous met des cachets effervescents sous la langue lorsqu'on rentre sur le stade? Et puis je passe à une autre question, et puis je m'arrête d'un seul coup, je dis, mais j'ai pas compris, donc je repasse la parole au petit garçon. Et en effet, il y a que ce soit par les boissons énergétiques, mais aussi par d'autres méthodes, on explique aux jeunes sportifs que pour aller au bout de la performance, il faut se faire aider. Voilà. Alors après, ça peut être des choses, on dit c'est pas dangereux, parce que c'est un aspirine effervescent, donc c'est pas dangereux, c'est pas ceci. Sauf que c'est simplement l'accoutumance à se dire qu'il faut prendre quelque chose pour réussir la performance. Et quand vous lisez des écrits, je pense par exemple à un homme comme Christophe Basson, quand il écrit et qu'il explique que le nombre de jours qu'il faut, en entrant à l'époque dans une équipe, pour être ou mis de côté ou admis dans l'équipe parce que vous acceptez un certain nombre de pratiques, voilà, c'est donc très vite, vous êtes amené à vous accoutumer, il faut faire un choix et puis il faut y aller, quoi. Bon. Donc je pense que quand je parle de prévention, c'est au niveau de tout ce qui est l'encadrement du mouvement sportif. C'est là-dessus qu'on peut le mieux jouer, je pense. Il faut bien sûr alerter les jeunes, les enfants, etc. Mais s'ils sont pris dans un entourage qui va petit à petit les amener, c'est sur l'encadrement qu'il faut jouer. Et ça passe à la fois par le ministère et ses personnels qui peuvent jouer un rôle, mais ça passe énormément par le mouvement sportif. Énormément. Par une volonté du mouvement sportif de faire ce travail de prévention à l'intérieur même des fédérations. Je ne vous suis pas, monsieur le sénateur, sur tant pis pour le sport de haut spectacle. Parce que, parce que faisons attention, que ce soit au point de vue financier comme au point de vue du dopage, il ne faut surtout pas dire, allez, débrouillez-vous, là, le sport-spectacle, parce qu'ils vont se débrouiller. Mais pour le plus grand malheur du sport en général. Parce que l'exemple sera toujours là et ce sera un exemple de mal en pis. Donc il ne faut surtout pas les laisser se débrouiller, il faut continuer à œuvrer pour réguler le sport professionnel, le sport de haut niveau. Il faut continuer, il ne faut pas les laisser partir tout seuls. Ils veulent partir tout seuls, il ne faut pas les laisser partir tout seuls. C'est extrêmement important de les tenir et de les réguler, je le crois. Alors, comment définir un produit dopant? Si je vous réponds de façon institutionnelle, je dis je respecte la liste des produits dopants émis par l'Agence mondiale antidopage et je n'en sors pas. Si vous me permettez, Madame la Ministre, je ne veux pas vous interrompre. On reçoit à partir de demain un certain nombre de médecins. Et donc, ce n'est pas une question qui vous concerne directement. Si vous souhaitez nous dire des choses, allez-y, bien sûr. Je ne peux me dire que je ne peux que me référer, moi, à la liste des produits dopants élaborés par des gens en capacité de faire ce travail que je ne suis pas en capacité de faire. Et on aura donc l'occasion de poser des questions plus précises aux médecins du sport que nous verrons à partir de demain. Mais c'est pas... Monsieur Dufaux, ancien rapporteur d'un texte
Merci, Monsieur le Président. Peut-être que le rapporteur à l'Assemblée nationale, dans une vie antérieure, voudra lui aussi s'exprimer après, mais il fait comme il veut. Monsieur Dufaux. Madame la ministre, il se trouve que j'étais déjà là en 99 et que j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de la commission des affaires culturelles et du sport sur votre loi qui a véritablement donné le départ, l'impulsion à une vraie lutte organisée au niveau de l'État contre le dommage. Et puis j'ai suivi toutes les étapes, en particulier les avancées significatives données par les lois de Jean-François Lamour, qui ont encore amélioré et donné beaucoup plus de pouvoir à la FLD, et qui ont encore amélioré aussi les compétences du laboratoire à Châtenay-Malabry. C'est vrai qu'on a fait des progrès considérables. Bon. Alors je vous ai bien écouté sur les pistes qu'il convenait de suivre pour essayer d'aller encore beaucoup plus loin. Il y en a quelques-unes sur laquelle je suis tout à fait d'accord, en particulier la régulation par les fédérations des calendriers, ça me paraît fondamental. Et quand on parle cyclisme, on sait très bien qu'il faudrait réduire la durée du tour, des journées de repos supplémentaires et réduire certaines étapes. C'est pas possible de continuer à faire un tour qui admet autant de difficultés en si peu de temps. C'est évident qu'il faut des produits si on veut arriver à figurer à bonne place. Bon, là c'est un vrai problème. Je pense qu'il faut aussi continuer à travailler sur les AUT. Il y a beaucoup trop d'abus. Les autorisations à usage thérapeutique qui permettent effectivement de masquer beaucoup l'utilisation de produits dopants. Enfin, sur votre idée d'aller au-delà des contrôles, je ne pense pas que ce soit souhaitable parce qu'effectivement, ça ouvre la porte à toutes les dérives, y compris les témoignages, des témoignages bidons, volontaires, faux témoignages pour mettre en difficulté certains. Bon, donc ça, c'est très délicat. Je crois qu'il faut travailler sur la qualité du contrôle, aller plus loin, contrôler inopinés, etc. Bon, je pense que la FLD fait très très bien son boulot. Encore faudrait-il que toutes les grandes fédérations sportives acceptent ces interventions, ce qui n'est pas toujours le cas. L'autre jour, on a vu Roland Garros, on a discuté avec le président, et on sait très bien qu'ils n'ont pas leur entrée à Roland Garros. Voilà. Alors, juste un point que vous n'avez pas évoqué, qui est peut-être intéressant, c'est qu'est-ce que vous pensez de la généralisation du passeport sanguin? Madame la ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bon, les autorisations à usage thérapeutique, je m'étais rendu sur 98, je pense, 97 peut-être, sur un championnat du monde qui se déroulait en France, où il y avait plus de 50% d'asthmatiques. D'asthmatiques, non mais là c'était pas le tour, c'était pas le cyclisme. Il y avait plus de 60% d'asthmatiques avec ordonnance. Donc c'est un véritable problème qu'il faut traiter, mais ça rejoint ce que j'ai dit sur le rôle des médecins dans les fédérations, dans les équipes. Si on, excusez-moi, la phrase est peut-être rude, mais si on ne travaille pas sur cette question des médecins d'équipe, on ne va pas régler les problèmes, parce que s'ils sont dans un état d'esprit d'accompagner toujours plus la performance, automatiquement, voilà, on est dans l'autorisation à usage thérapeutique et puis ensuite d'autres choses. Sur la FLD, le problème qu'on a, mais ça c'est l'AMA qui devrait travailler à cela, en lien avec le CIO, c'est qu'il faut obtenir des fédérations internationales, que ce soit les agences qui contrôlent sur les épreuves qu'elles organisent. Il faut retirer du pouvoir de contrôle aux fédérations internationales, absolument. Parce qu'on prend toujours l'exemple de l'UCI, mais il n'y a pas que l'UCI. Regardez toutes les compétitions internationales qui ont lieu sur notre territoire. Et c'est un véritable problème. Mais ça, c'est pas la loi française qui peut le faire. C'est un travail c'est une bagarre, excusez-moi, à mener par rapport au Comité international olympique. Hein. C'est les États avec la main. Quoi. Ah, pardon, excusez-moi. Moi, je crois que tout ce qui est suivi longitudinal nous aide quand même à détecter. Aide à détecter les situations anormales et donc à mieux cibler ensuite les contrôles. C'est quand même une aide à faire un travail plus efficace de contrôle. Merci. Monsieur Le Squarnec. La ministre, chère Marie-Georges, quelques questions. Je me demande, j'ai bien entendu ce que tu as dit, là, c'est très intéressant, mais par rapport aux puissances d'argent, donc je suis quand même très inquiet, puisqu'il y a de plus en plus d'argent dans le sport.
On voit le football, mais il n'y a pas que le football, il y a aussi... C'est comment lutter contre... Parce qu'à mon avis, on ne peut pas lutter de manière efficace contre le dopage si on ne s'en prend pas un peu à la loi de l'argent dans le sport. Alors en plus, maintenant, il y a les États qui achètent des clubs, donc ça n'arrange pas les choses. C'était déjà sur la mauvaise pente avant, mais alors ça c'est une aggravation. Et la mondialisation. Tout à l'heure, tu parlais de l'Europe, évidemment, très intéressant de travailler au niveau de l'Europe, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Et par ailleurs, en parlant d'enquête et de contrôle, je pense que le contrôle a un côté scientifique que l'enquête n'a pas forcément. Alors peut-être que l'enquête peut être envisagée uniquement pour compléter suite à un contrôle. Mais s'il n'y a pas de contrôle au départ et qu'on passe tout de suite à l'enquête, à mon avis, là, on prend peut-être des risques et il peut y avoir des dérives. Et par ailleurs, un Tour de France raisonnable et profil humain, qui peut le déterminer, le décider, faire en sorte que ça évolue dans ce sens et non pas vers monter l'école où on n'est jamais passé encore, quatrième hors catégorie évidemment, le plus possible, des longueurs d'étapes quelquefois un peu tout de même. Alors je ne sais pas si les calendriers, donc intervenir sur les calendriers, qui doit, est-ce que ce sont les fédérations qui ont le pouvoir et est-ce qu'elles vont évoluer vers ça? Je ne sais pas. Voilà, merci. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est moins l'épreuve elle-même. Par exemple, le nombre de cols dans le Tour de France, que sur une année, sur une saison sportive, le rythme des épreuves auxquelles participe le même sportif. Je regardais, puisque j'étais, comme d'habitude, attentive à ce qui se passe dans le rugby, et donc j'étais au stade samedi soir. Quand on regarde le nombre de matchs de rugby effectués par certains des joueurs de l'équipe de France de rugby, alors qu'on sait que le rugby demande une récupération importante, compte tenu du sport lui-même, on peut se dire que c'est trop demandé à certains de ces rugbymen. Bon. Alors, ce rythme des compétitions, le ministère a moyen, pour les compétitions nationales, à travers la législation, mais à travers tout simplement ces rapports institutionnels avec les fédérations, l'agrément, les conventions, etc., de peser sur le calendrier. Restent les calendriers internationaux, où là, ce n'est pas la loi française ou le ministère qui peut régler ça. Là aussi, c'est l'AMA et le CIO qui sont opérateurs là-dessus. Par rapport aux puissances financières, paris en ligne, etc., fonds de pension, parce qu'il n'y a pas que les États qui achètent des clubs. Il y a aussi maintenant des fonds d'investissement, des fonds de pension qui achètent. Moi, j'en étais venu à l'idée qu'il faudrait qu'on soit capable, au niveau interne, de façon internationale, de mettre en place une structure équivalente à l'AMA, à l'Agence mondiale antidopage, qui serait en charge de la régulation financière dans le sport. Mais il faut que ce soit un organisme international du même style que l'AMA, c'est-à-dire où il y a le mouvement sportif et les États. Quand on a parlé à l'origine de l'AMA, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, tout le monde nous disait que c'était une utopie, qu'on n'y arriverait jamais. Et puis on a finalement, il y avait des obstacles lourds. Je me rappelle au début la position des États-Unis et d'autres États, c'était bon. Et on a réussi à la mettre en place. Quand je dis on, c'est plusieurs États qui se sont battus, etc. Bon. Et je pense que pour la régulation financière dans le sport, il faut aller à un organisme international. On a quand même une situation qui est étonnante dans le paysage institutionnel international. C'est ce mouvement sportif qui n'a aucun contrôle au plan international. Chaque État essaye plus ou moins, la France plus que d'autres États, de contrôler et de réguler, mais on est une exception. Dans le paysage institutionnel international, nous sommes une exception. Ce partage des missions publiques entre l'État et le mouvement sportif, c'est une exception. Bon. Donc ce mouvement sportif vit en lui-même son contrôle extérieur au plan international. Donc je pense qu'il faudrait, ce qu'on a fait sur le dopage avec l'AMA, il faudrait le faire au niveau de la régulation financière. Merci. Avant de passer aux intervenants suivants, je voudrais revenir un instant sur un élément de votre présentation liminaire.
Vous avez évoqué la Coupe du Monde de football de 1998. Il y a dans un ouvrage les scandales du sport contaminé, un auteur, Éric Métraud, qui a affirmé que l'équipe de France aurait été ou a été épargnée par les contrôles à la demande de je ne sais qui, paraît-il qu'il écrivait, à la demande du ministère des Sports. Que pensez-vous d'une telle affirmation et sont-ce des choses que l'on doit considérer comme vraies de la part de cet auteur? Enfin, moi, ce que je peux dire, c'est que nous n'avons jamais donné de directive en ce sens au ministère des Sports. Ensuite, il faut se replacer dans l'époque. Nous sommes à la Coupe du Monde 1998. Il n'y a pas d'agence, enfin à l'époque ce n'était pas l'agence, c'était le Conseil national de lutte contre le dopage, il n'y a pas tout cela. Nous ne sommes absolument pas dans la situation avec les outils que nous avons aujourd'hui. Nous avons les contrôleurs du ministère, c'est tout ce que nous avons entre les mains. Donc c'est un problème d'éléments inadéquats pour effectuer les contrôles. Il n'y a pas toute l'organisation qui existe depuis que vous et vos successeurs ont pris des décisions allant dans le sens de l'organisation des contrôles. Je le dis tout à fait franchement, le seul moment où j'ai senti que je flanchais parce que la pression était trop forte, c'est après le contrôle inopiné de Tignes, où j'ai presque été amené dans les radios à m'excuser d'avoir fait ce contrôle. Mais après, il n'y a pas eu de directive en ce sens. Mais nous étions quand même avec nos contrôleurs, point final, et les contrôleurs internationaux de la FIFA. Merci. Un autre rapporteur, mais devant une autre assemblée, il s'agissait à l'époque de l'Assemblée nationale, Monsieur Néry. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la députée, c'est sur des questions sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Et on s'est aperçu qu'il y a deux aspects, je crois, dans la lutte contre le dopage. Il y a l'aspect éthique et il y a l'aspect santé. Sur l'aspect éthique, je crois qu'il y a deux choses. On a raison de parler du problème de l'argent. Mais il y a aussi le problème de la nature humaine. Presque tout le monde a toujours envie de gagner, d'être le premier. Et il y a une espèce de gloriole, ce qui fait que le dopage, on le voit au plus haut niveau, mais on sait malheureusement que certains, pour aller faire le match de tennis contre le voisin, et pour pouvoir dire qu'il a battu le voisin, ou parce qu'en course à pied, il est allé plus vite que... Même sans compétition, il y a cette volonté de puissance. Et on peut dire qu'à certains moments, cette volonté de puissance, certains se posent la question de dire mes moyens naturels ne me permettant pas de réaliser mes désirs, je vais me faire accompagner par des moyens qui sont des moyens illicites. Alors moi je crois qu'il y a ces deux questions-là. Sur le problème de la régulation des moyens financiers, je crois qu'il y a une chose qui se pose, c'est l'Organisation mondiale du sport. Parce que tout le monde sait bien que nous avons été les premiers en France, et Dieu sait si on s'est fait quelques ennemis intimes à l'époque, quand on a dit qu'on changeait le statut des clubs sportifs, et que du statut associatif, on est passé aux sociétés objets sportifs, qui permettent effectivement un meilleur contrôle des flux. Mais certains pays au monde n'ont pas ce système-là. Donc à partir de là, il n'y a aucun contrôle qui peut se passer, y compris au niveau des transferts, ça serait un autre sujet. Donc je crois que là, vous avez raison, il y a un véritable problème de régulation des moyens financiers. Deuxièmement, sur les problèmes d'éthique, moi je crois qu'à partir du moment où on veut que le sport soit un élément du développement de la personne, et ça doit aussi être le développement, certes, physique, le développement intellectuel, mais aussi le développement moral. Et je crois qu'on a toujours dit que le sport, ça devait être l'école de la vie, donc ça ne doit pas être l'école de la vie où on triche. Ça doit au contraire être l'endroit où on apprend à respecter la règle, d'où la nécessité d'avoir des règles. Et puis, je pense qu'il faut réguler les saisons, vous avez raison. Quant à les compétitions, mais la compétition,
elle se fait en fonction des moyens qu'on a. Bon, moi je veux parler de ce que je connais un petit peu plus que le reste. Sur une compétition cycliste, vous pouvez bien mettre 4 ou 5 cols, ou 6 cols, mais ça n'a rien à voir, parce que les coureurs par eux-mêmes font la course en fonction de la difficulté. Vous voyez bien que quand on fait des étapes avec 4 ou 5 cols, des fois les 2-3 premiers cols se montent tranquillement, parce qu'on fait l'effort après. Les étapes longues, elles étaient encore plus longues, et à une époque, on ne parlait pas du dopage sophistiqué comme elle est. Moi, mon père a fait le Tour de France en 1947, la première étape, c'était Paris-Lille. La deuxième étape, c'était Lille-Bruxelles. La troisième étape, Bruxelles-Luxembourg. Bon, ben écoutez, et pourquoi? Mais la course, elle ne se faisait pas du départ, elle se faisait autrement. Et quand on avait les étapes de col, les étapes avant, ben, elles se faisaient gentiment parce qu'on se réservait pour les étapes de col. Il y avait une autorégulation du sportif. C'est justement parce qu'il y a dopage qu'il n'y a plus cette autorégulation et qu'ils peuvent faire quelques exercices qui sont au-delà de ce qu'on peut penser naturel. Donc moi je crois que là-dessus il faut être clair, il s'agit de voir une régulation des saisons et en particulier la mondialisation du sport amène aujourd'hui qu'il n'y a plus de... La saison elle est toute l'année, dans tous les sports. Dans tous les sports, on joue au rugby dans l'hémisphère nord, on va faire une pige dans l'hémisphère sud, et c'est encore pour des questions effectivement d'argent ou autre. Alors moi je crois que là-dessus il faut être très clair, il faut une régulation au niveau des fédérations pour les saisons, il faut une régulation au niveau de l'organisation sportive sur effectivement, regarde ça. Et pour ce qui est du contrôle de la santé, excusez-moi, il y a deux solutions. Pour l'usage, l'utilisation thérapeutique, deux solutions. Ou je suis malade, ou je ne suis pas malade. Si je suis malade, ben, je suis un sportif professionnel, je suis à ce moment-là en arrêt de travail, comme tout employé malade. Mais si je suis amateur, quelle importance que je ne fasse pas l'épreuve, puisque je suis amateur et que ce n'est pas ma profession. Donc, il faut défendre absolument, empêcher l'utilisation thérapeutique. C'est la porte ouverte à la tricherie éhontée et à se moquer du monde. Deuxièmement, sur les contrôles inopinés. Attendez, pourquoi on s'est battu dans la loi pour les contrôles inopinés? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui faire les dopages retard et qu'on peut me doper aujourd'hui et j'aurai un effet dans 3 mois où on ne trouvera plus rien. Donc ça, c'est absolument adapter la lutte antidopage aux progrès scientifiques qui sont faits dans ceux qui pratiquent le dopage. Donc je crois qu'il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout là-dedans, de dire oui les contrôles inopinés, oui condamner les autorisations à usage thérapeutique, parce que alors là, c'est plus la peine de faire de contrôle si on autorise ça. Et puis moi je pense qu'il y a ce problème de la santé publique qui est essentiel, et je serais assez favorable à ce qu'on engage, je ne sais pas ce que vous en pensez Madame la Ministre, mais qu'on engage, pourquoi pas, une étude épidémiologique pour savoir quelle est la durée de vie des sportifs. Selon, et oui, parce qu'on s'aperçoit que dans certaines disciplines, on a quelques difficultés à accepter des disparitions trop précoces. Merci, Madame la Ministre. Oui, je partage bien sûr ce qu'a dit Monsieur Néry. Sur une étude épidémiologique sur la durée de vie des sportifs et sportifs, il faut faire attention au plan éthique, comment on pourrait mener cette étude quand même. On sait que la pratique forte du dopage a souvent entraîné chez des sportifs, on avait fait des études là-dessus à l'époque, une dépendance ensuite à d'autres formes de toxicomanie, etc. Bon, parce qu'il y avait besoin de prise de médicaments. La majorité des pays qui autorisent les paris en ligne n'ont aucune agence de contrôle de ces paris, il faut le savoir. C'est ça la réalité de la situation. La majorité des pays qui autorisent les paris en ligne, et où les paris en ligne sont les plus nombreux, n'ont aucun organisme de contrôle. Donc nous, bien sûr, on contrôle, on a mis notre agence, c'est très bien, l'Arvel, elle fait du bon travail, mais excusez-moi, l'Arvel, elle prend ce qu'elle a pris récemment, qui sont des... Bon, c'est pas des grands trafics, hein. Voilà, donc alors on peut se dire, est-ce qu'il y a capacité d'autorégulation du mouvement sportif international par lui-même? Mon intime conviction est non.
Mon intime conviction est non. C'est pas en disant ça, je ne sais pas une critique contre les hommes et les femmes qui composent ce mouvement sportif, mais le fonctionnement même de ce mouvement sportif au plan international, la façon dont ces organismes de direction sont construits, font qu'ils ne peuvent pas s'auto-réguler. Rappelez-vous, au début de la présidence de M. Rode, il a essayé sur une question d'assurance, par exemple. Il s'est fait battre, de façon très sèche au conseil d'administration. Donc, il ne peut pas y avoir d'autorégulation. Donc, la puissance publique doit intervenir dans cette régulation, même si elle a besoin du mouvement sportif pour l'accompagner. Mais la puissance publique doit intervenir dans cette régulation. Je ne vois pas d'autre solution. Merci, mais merci d'avoir remarqué qu'en France, il y a déjà un embryon en la matière et que la volonté, c'est d'obtenir une organisation au minimum européenne en la matière. Je peux vous renvoyer à un excellent ouvrage qui est le rapport que j'ai pondu il y a quelques semaines là-dessus. Dominique Bailly. Oui, Madame la Ministre, je m'inscris dans la conclusion de votre dernière intervention. Effectivement, il me semble que les fédérations ne sont pas assez impliquées dans cette lutte. Il y a la volonté politique forte, vous l'avez incarnée, vous l'incarnez encore. Moi, je me demande, je m'interroge, comment justement pourrions-nous, dans un rapport de force, mettre les fédérations vraiment dans cette même dynamique. Il y a certaines gouvernances, certaines fédérations qui ont bien saisi l'ampleur du problème, qui sont volontaires, mais d'une manière globale, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est là, cette articulation qui peut faire défaut à certains moments. Alors, avec votre expérience, comment mettre en place ce rapport de force? Il y a les conventions d'objectifs, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui pourraient permettre de mettre les fédérations en ordre de marche dans de la prévention au niveau amateur et aussi sur le sport de haut niveau? Merci, Monsieur Bailly. J'ai été court, Monsieur le Président. J'allais vous féliciter, laissez-moi Oui, j'attendais ces félicitations, Monsieur le Eh bien, Président. vous allez les avoir tout de suite. Non, après tout, Madame la Ministre, répondez. Merci, Monsieur le Président. Le ministère a tous les instruments nécessaires. Le ministère a tous les instruments nécessaires. Quand j'ai vu que je ne pouvais plus intervenir de façon douce par rapport à l'époque à la fédération d'haltérophilie, j'ai enlevé l'agrément à la fédération d'haltérophilie. C'est l'arme atomique. Il a fallu que la fédération se reconstruise club par club. Bon. Sans aller à cette arme atomique, vous avez quand même tout ce qui concerne les conventions, qui sont quand même annuelles aujourd'hui. Donc vous pouvez quand même avoir des accords avec les fédérations. Mais j'ai envie de dire, c'est moins le mouvement sportif français, qui n'est pas parfait, loin de là. Mais en 98-99, le mouvement sportif français a plutôt une très bonne réaction. Je rappelle que c'est le CNOSF, sous la direction d'Henri Serrandour, qui organise le relais des athlètes jusqu'au CIO. Et ça n'avait pas plu à l'époque au président Samarange. Je ne pense pas qu'Henri Serrandour avait gagné des galons en faisant ça. Donc le mouvement sportif français s'était plutôt impliqué de bonne façon dans la lutte contre le dopage. Alors c'est inégal certainement selon les fédérations, mais j'ai plutôt ce sentiment. Moi je pense que là où nous avons des difficultés, c'est au niveau des fédérations internationales. Et comme c'est elles qui maîtrisent les contrôles sur toutes les compétitions internationales, elles sont jugées parties quelque part. Donc c'est ça notre problème. Bon, c'est pour ça que j'émettais cette proposition de leur retirer ces contrôles. Voilà. Sur la prévention, je pense qu'il faudrait qu'on soit capable de co-organiser, moi je crois à ce partenariat entre le ministère, enfin l'État on va dire, l'État et le mouvement sportif, une véritable campagne de prévention, ce qu'on a fait à certaines époques avec du matériel adapté aux encadrants, aux jeunes, etc. Bon, je crois que le mouvement sportif français répondra présent par rapport à ça. Je le pense profondément. Mais ça ne nous résoudra pas cette pression des fédérations internationales. Merci pour votre réponse à nouveau. Notre rapporteur qui a eu l'occasion de récupérer, qui est maintenant en pleine forme, va reprendre le fil des questions sans être trop long parce que nous avons encore un ou deux intervenants après. Oui, toujours sur ce même registre de l'implication des fédérations. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller vers davantage d'implication, davantage de responsabilisation des fédérations sportives sur le volet prévention.
Est-ce que justement, il ne faut pas faire de coupure nette entre ce volet prévention et je dirais tout le reste de la lutte antidopage, l'aspect contrôle, l'aspect répression, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait une coupure nette là entre les structures qui s'occupent de la lutte antidopage et le mouvement sportif, et aussi bien au niveau national qu'au niveau international? On sait très bien que la Fédération française de tennis, par exemple, n'exerce absolument aucune prérogative en matière de lutte contre le dopage. C'est la Fédération internationale qui s'occupe de tout. Deuxièmement, tout à l'heure, vous avez rappelé qu'effectivement, quand on est en situation de responsabilité, on est sous la pression permanente de l'opinion publique. On s'aperçoit que, aussi bien d'ailleurs en matière d'information qui permettent d'avancer dans la lutte contre le dopage, qu'en matière d'évolution de l'opinion publique, il y a l'influence des sportifs repentis. On a vu effectivement que c'était les révélations essentiellement de Landis hier, d'Hamilton aujourd'hui, qui nous permettent de décoder tout le système Armstrong. Et je dirais qu'en quelques mois, pratiquement, Armstrong, qui était une icône, est devenu un pestiféré aux États-Unis. Ce système des repentis, c'est un système auquel on n'est pas habitué en France, un système américain, etc. Comment vous voyez, si nécessaire, une évolution de la législation française par rapport à cette question des repentis? Et enfin, une troisième et dernière question, Madame, vous avez beaucoup insisté sur la dimension européenne, et c'est vrai que pendant très longtemps, on a dit à juste titre que la France était en avance, que la France était souvent citée comme modèle, comme référence dans cette lutte antidopage. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la France conserve toujours cette avance-là sur les autres pays? Est-ce que les autres pays, par exemple, ne sont pas plus efficaces que nous, étant donné l'utilisation, à la fin de lutte contre le dopage, des douanes, par exemple, de tout l'arsenal judiciaire, etc. Madame la ministre. Moi, je crains que si nous faisons une coupure nette en disant aux fédérations, vous, c'est la prévention, et l'agence, la puissance publique, ce sont les contrôles, ce sont les sanctions, nous allons déresponsabiliser les fédérations. Il ne peut pas y avoir d'un côté, comme disent les enfants bisounours, faites de la prévention, puis de l'autre côté, les méchants qui vont sanctionner. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Et je pense qu'il faut que les hommes et les femmes qui dirigent les fédérations soient à même de prendre leurs responsabilités dans une lutte difficile comme celle contre le dopage. Si on va sur les repentis, c'est le questionnement que j'avais dans mon introduction, si on va dans les repentis, donc on est quelque part, il faut des moyens policiers, parce que les repentis, ça ne va pas être des repentis qui vont faire ça dans des médias, etc. Parce qu'après, on peut aller dans toutes les dérives. J'ai entendu vos arguments, aux uns et aux autres. Je penche plutôt de ce côté-là, d'en rester au contrôle, dont ça limite l'appel aux repentis. Je constate quand même dans l'affaire Lance Armstrong qu'il y a eu 2 repentis, un peu plus, et que d'un seul coup, tout s'est terminé. Le grand déballage qui devait avoir lieu à l'Union cyclisme internationale, les grands bouleversements qui devaient... Il y avait même des candidats pour diriger la fédération à la place de McQuaid, M. Lemon, tout ça. Puis rien ne bouge. Tout bouge, mais rien ne bouge. Bon. Je reviens sur la problématique de ce mouvement sportif qui est fermé en lui-même et qui donc a tout pouvoir. S'il ne veut pas bouger, il ne bouge pas. Parce qu'il n'y a rien qui le pousse à le faire. Alors, sommes-nous aujourd'hui toujours le pays le plus en pointe? Je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas accès maintenant aux statistiques, aux documents me permettant de le faire. Nous sommes partis à 3, à vrai dire. Les Français, nous avons toujours tendance à dire, là, c'est nous. Si j'étais parti seul, je me serais cassé la figure. Nous sommes partis à 3. Le ministre allemand, à l'époque, M. Gillet, la ministre italienne, qui a eu beaucoup de courage, parce qu'elle avait le CONI contre elle. Moi, j'avais le CNOSF avec moi. Elle avait le CONI contre elle. Madame Mélandry, nous sommes partis à 3. Avec des réticences beaucoup plus affirmées du côté d'autres pays que je ne citerai pas pour ne pas être désagréable. Qui restent encore d'ailleurs un petit peu à la traîne. Bon.
Aujourd'hui, tous ces pays ont mis en place des agences. Tous ces pays ont mis en place des agences. Il y a plusieurs laboratoires qui sont des laboratoires hautement qualifiés. Donc, je ne ferai pas je ne tribuerai pas de médaille d'or, ni d'argent, ni de bronze. J'en suis bien incapable. J'espère qu'aujourd'hui, la plupart des pays de l'Union européenne sont au même niveau que la France. J'en doute quand même dans un certain nombre de pays. J'en doute. Avez-vous des éléments de comparaison? Vous nous avez dit que vous en avez moins qu'avant, je le comprends tout à fait. Mais existe-t-il, selon vous, des éléments de comparaison sur les pays qui vont moins loin que nous, ou qui sont complètement à la traîne? Avons-nous des éléments objectifs pour affirmer cela? Des éléments objectifs, non. Je suis incapable, moi, personnellement, de vous les donner. Je pense peut-être que ce soit dans les ministères ou que ce soit dans les agences, on a ces éléments et que donc d'autres personnes qui vont venir témoigner vont pouvoir vous en faire part. Ce qui fait notre atout en France, on a une agence comme tout le monde, on a un laboratoire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, de qualité, avec des gens tout à fait passionnés et engagés dans cette lutte. Ce qui fait notre force supplémentaire, c'est le rôle que l'État peut jouer par le partenariat et le partage des missions de service public. C'est pour ça qu'il faut tenir à ce modèle sportif français, qu'on dit souvent dépassé. On fait souvent appel aux professionnels pour gérer les fédérations. Toutes les fédérations peuvent embaucher des bons professionnels, mais le problème, c'est d'avoir des bons dirigeants de fédération, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Donc je pense que ce partenariat entre le mouvement sportif et l'État français, c'est le plus que nous avons par rapport à d'autres pays. Merci. Monsieur Mazard, vous serez sans doute le dernier, mais si vous voulez une réponse, essayez de poser une question rapide. Merci. Oui, merci Monsieur le Président, Madame le Ministre. Donc vous insistez, et à juste titre, donc, sur l'obligation de développer une politique de prévention. Mais je crois que, bien évidemment, il faut aussi l'accompagner d'une politique de répression, une répression sur le plan du sport, avec des sanctions donc, qui doivent être lourdes. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer de réfléchir à comment doubler cette sanction sportive d'une sanction aussi, pourquoi pas pénale, mais qui soit bien spécifique peut-être à ce type d'infraction? Et est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir sur un délit autonome, particulier, donc à la tricherie sportive, qui permettrait donc, avec des moyens d'investigation, d'arriver à bien établir effectivement quelle a été donc cette règle enfreinte, non seulement sur le plan sportif, mais également sur le plan des règles qui régissent la vie en société. Et sur les moyens d'investigation, moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit. C'est vrai que le contrôle doit rester le moyen d'identifier le tricheur sans aucune difficulté, mais peut-être que les autres moyens d'investigation permettraient, lorsque le tricheur donc, est identifié, de bien personnaliser la sanction qui sera prononcée contre lui, parce qu'il y a le petit tricheur, le moyen tricheur, il y a le gros tricheur, et je crois qu'il ne faut pas effectivement qu'on puisse les traiter de la même manière. Et puis peut-être que ces moyens d'investigation pourraient être utiles dans le cadre de sanctions pénales à venir contre le tricheur, mais également contre son entourage. Et toutes les complicités qu'il peut y avoir autour d'un tricheur, parce qu'on sait qu'il agit souvent, parfois contrainte, mais en tout cas avec des complicités donc, au sein de sa structure, soit fédérale, soit au niveau de son club, soit au niveau de ses coéquipiers. Donc ça me paraît très important, moi, que par des moyens d'investigation, à partir du moment où on a identifié le tricheur, on puisse aller au-delà et chercher des responsabilités pénales donc, concernant tout son entourage. Et puis, les victimes, ce sont d'abord effectivement souvent les sportifs elles-mêmes qui le sont. Mais il y a aussi les spectateurs, les téléspectateurs, c'est-à-dire ceux qui paient leur entrée dans les stades, ceux qui passent leur après-midi tout au long du mois de juillet donc à regarder les étapes du Tour et qui finalement au bout on leur dit ben non mais finalement les dés étaient pipés et ce pourquoi vous êtes enthousiasmés, tout ça vous oubliez, ça reste plus dans vos rêves parce que ce n'était pas la vraie vie, ce n'était pas la vraie réalité. Et c'est vrai que c'est vrai qu'en France les classes actions, tout ça c'est pas possible, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir si à un moment donné on pourrait pas faire rembourser de façon très conséquente pour le coup, s'il y avait un intérêt à agir pour beaucoup de téléspectateurs ou de spectateurs floués, contre des organisateurs qui ont gagné beaucoup d'argent avec un système dont les dés étaient pipés
et dont il ne pouvait ignorer. Voilà. Donc tout ça, je pense que ce sont des pistes de réflexion, mais je crois que sur le plan pénal, il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur un délit bien spécifique, avec des intérêts à agir pour beaucoup de victimes de ces tricheries. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président. Je me permets de vous dire que si vous voulez rajouter quelque chose au-delà des questions, puisque nous arrivons au terme de notre entretien. Non, d'abord, je voudrais dire que nous avons travaillé dès 98-99. Parce que je rappelle qu'on dit toujours la loi de 99, mais c'est dans votre haute assemblée que la loi a d'abord été adoptée. Et lors du Tour de France 98, la loi était déjà passée au Sénat. Puisque je me rappelle avoir été convoqué à Matignon, et on m'a questionné sur le fait, mais est-ce que j'allais tenir, est-ce qu'on allait... Et je leur ai rappelé que la loi était passée. Et donc maintenant, nous étions tenus par la loi d'aller jusqu'au bout. Mais en 98, au Tour de France, ce n'est pas ce qui déclenche toute l'affaire, c'est bien parce que justement, il y a une collaboration avec d'autres services. Les douanes. Nous avions mis des cellules régionales avec les douanes, avec santé, jeunesse et sport, douane, pour justement essayer d'agir par d'autres biais aussi. Voilà. Et aujourd'hui existe, je pense, je ne suis pas une spécialiste du juridique, mais existent les moyens de poursuivre quelqu'un qui fait le trafic de produits illicites, qui recèle des produits illicites, qui vend ses produits, etc. Donc on a quand même les moyens d'attraper un certain nombre de personnes dans l'encadrement. Bon. On peut être poursuivi pour pratique illégale de la médecine, par exemple. Bon. Il y a des médecins, c'est long pour que leur procès arrive quand même, c'est très long. On voit bien ce qui se passe en Espagne, c'est très très long. Bon. Alors sur les spectateurs floués, si l'organisateur est convaincu d'être au courant du dopage, il va aussi relever de poursuites pénales. Alors il faut regarder si chacun de ces cas est couvert, il faut vérifier. Hein. Bon. Faut-il ajouter une sanction pénale aux sportifs sanctionnés? Ma conviction est que non. Quand vous êtes un sportif de haut niveau, professionnel ou amateur, même si aujourd'hui il y a beaucoup de sports où le sport de haut niveau, y compris amateur, dépend aussi du sponsoring, etc. Vous êtes violemment sanctionné. Quand vous êtes arrêté de pratique pendant 2 ans et que vous perdez tous vos points d'appui, la sanction est déjà lourde. Mesurons bien ce que ça représente pour un sportif qui est pris en plein milieu de sa carrière sportive, les conséquences que ça a pour lui ou pour elle. Donc je ne suis pas, à moins qu'il fasse du recel, à moins qu'il soit convaincu d'avoir forcé d'autres équipiers, d'autres sportifs à se doper. Là, ça relève du pénal. Mais moi, je suis pour le sportif simplement pris sur le contrôle positif sans autre chef d'accusation, d'en rester à la sanction sportive. Je le rappelle, c'est lourd. C'est lourd pour un sportif. Non, la seule chose que je voudrais ajouter, Monsieur le Président, puisque vous m'y autorisez, c'est d'insister sur un fait qui ne dépend pas de la loi, c'est la parole publique. Je le redis, je l'ai dit dans mon introduction, tous les acteurs de la lutte contre le dopage, à quelque niveau qu'ils soient, ont besoin de se sentir soutenus. C'est une lutte ingrate, quelque part. Vous détruisez des beaux bijoux. Vous détruisez des moments de fête populaire. Vous décevez, quelque part. Donc, il faut que ces acteurs de la lutte contre le dopage se sentent soutenus par l'autorité publique. Et je crois que, voilà, il faut qu'on entende beaucoup plus la parole publique sur ces questions. Et je pense que ça permettra peut-être, si vous pensez que nous avons de nouveau pris un peu de retard, de repartir avec, je l'espère, toutes les propositions que vous allez nous faire, vous, après les conclusions de votre commission d'enquête. Merci, Madame la Ministre, pour cette excellente intervention. La Commission aura l'occasion de se repencher sur ce que nous avons dit et entendu aujourd'hui. Merci d'avoir répondu et de l'avoir fait très franchement. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà pour ces auditions de la commission d'enquête sur le dopage. Si vous souhaitez les revoir, elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée à tous.